L'action se passe à l'intérieur ou autour d'une automobile très ancienne, type 1900-1902. Carrosserie énorme, double phaéton arrangé sur le tard en simili-torpedo grâce à des tôles rapportées, cuivre volumineux, petit capot en forme de chaufferette. On part des abords d'une petite gare pour s'élever ensuite le long d'une route de montagne. Tous vos bagages sont là, mon cher confrère? Tous, docteur Parpalais. Jean les casera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse et strapontin si confortable. Ah, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Je vous recommande cette caisse. J'y ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpedo que je regretterais longtemps si nous faisions la sottise de la vendre. Car c'est en somme une torpedo avec les avantages de l'ancien double phaéton. Oui. Ah, voyez comme vos valises se logent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice est loin? 11 kilomètres. Notez que cette distance de chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence? Bon, une gabarre si lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche, monsieur? Oui, commencez à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans un de ses plus beaux romans, dont j'ai oublié le titre. Oui. Tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Oui. Le docteur Knock se placera près de moi pour bien jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise sur la banquette derrière. Mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Ah, tout va bien, Jean? L'injection d'essence est terminée dans les 2 cylindres. Avez-vous pensé à essuyer un peu les bougies? C'eût été prudent après une étape de 11 kilomètres. Enveloppez bien le carburateur. Hein? Un vieux foulard vaudrait mieux que ce chiffon. Là, parfait. Allez. Ah, je m'assois. Pardon, mon cher confrère, pardon. Je m'assois sur ce large strapontin qui est plutôt un fauteuil pliant. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied, avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert, depuis quelques années, tu t'obstines à dire profondeur. C'est abîme des vallons qu'il y avait dans les premiers temps. Juste. Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur part bien. À peine quelques tours de manivelle pour appeler les gaz. Et tenez, une explosion. Une autre, et voilà. Nous marchons. Croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes dès cet instant mon successeur. Vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même le long de la route, quelques patients me reconnaissant au passage, malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant « Vous vous trompez, monsieur, voici le médecin du pays. » Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancer mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterais de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Non, ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? Mais c'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de venir sur place que le marché en poche. Ça m'a semblé chevaleresque, oui, ou même américain. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une clientèle égale, sans à-coups. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Parpalais est rhumatisante?
Hélas. Le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Non, mais dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Ah, voilà qui me semble d'un grand intérêt. Oui, enfin, pour qui voudrait étudier le rhumatisme. Je pensais à la clientèle. Ah, pour ça, non. Non, non, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Regardez, docteur, comme le point de vue est ravissant. On se croirait en Suisse. Monsieur, Hein, monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que je démonte le tuyau d'essence. Bien, bien, Jean, eh bien. Allez, allez, allez. Oui, précisément, je voulais vous proposer un petit arrêt ici. Pourquoi? Mais le panorama n'en vaut-il pas la peine? Mais si tu veux t'arrêter, c'est encore plus joli un peu plus haut. Eh bien, nous nous arrêterons aussi un peu plus haut. Ah bon? Nous nous arrêterons 2 fois, 3 fois, 4 fois, si le cœur nous en dit. Dieu merci, nous ne sommes pas des chauffards. Observez, mon cher confrère, avec quelle douceur cette voiture vient de stopper. Et comme là-dessus, vous restez constamment maître de votre vitesse. Point capital dans un pays montagneux. Alors, vous vous convertirez à la traction mécanique, mon cher confrère, et plutôt que vous ne pensez. Mais gardez-vous de la camelote actuelle, hein? Les aciers, je vous le demande, montrez-nous vos aciers. S'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurésies. Profitez donc de notre halte, Jean, pour purger un peu le tuyau d'essence, Oui, n'est-ce pas? monsieur, oui. Vous me parliez, mon cher confrère, des pneumonies et pleurésies. Oui. Bon, ben, elles sont rares. Vous savez, le climat est rude, vous le savez. Tous les nouveau-nés chétifs meurent dans les 6 premiers mois sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards durs à cuire. Toutefois, nous avons des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la 50aine. Mais ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Évidemment. Mais il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon et qu'ils accueillent même avec faveur parce qu'ils prétendent qu'elle fait sortir les humeurs viciées. Non, 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 je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Mais ça, dites donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale... Moi qui vous parle, j'en ai vu 2. Celle de 89-90 et celle de 1918. En 1918, nous avons eu ici une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu avais comparé les chiffres. Avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Il s'était fait soigner? Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les clients vous payent à la Saint-Michel. Mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Qu'allez-vous penser, mon cher confrère? Ouais. Mais la Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier. Elle correspond à fin septembre. Et nous sommes au début d'octobre. Oui. Ouais. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais voyons, si quelqu'un vient vous trouver pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Non, non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. Mais s'il ne vient que pour une consultation seule et unique, et si vous ne le revoyez plus toute l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. Ah. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quel client régulier? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Tu entends ce que dit le docteur? Oui, oui, oui. Des clients comme on a le boulanger ou le boucher? Mais Le docteur est comme tous les débutants. Il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez ici le meilleur type de clientèle, celle qui vous laisse indépendant. Indépendant. Vous en avez de bonnes. Non, mais je m'explique. Je veux dire que vous n'êtes pas à la merci de quelques clients susceptibles de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter une provision d'asticots et une canne à pêche. Mais peut-être trouve-t-on ça là-haut. Bon, la situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore, une clientèle de tous points assimilable à cette voiture, dont on peut dire qu'à 19 francs, elle ne serait pas chère, mais qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Et tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. Oh 30 francs 30 francs de ma torpédo? Mais je ne la lâcherai pas pour 6 000. Je m'y attendais, je ne pourrais donc pas acheter cette voiture. Si au moins vous me faisiez une offre sérieuse. C'est dommage, je pensais la transformer en bahut breton.
Quant à votre clientèle, j'y renoncerai avec la même absence d'amertume s'il en était temps encore. Non, mais laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, je croirais volontiers que c'est plutôt de vous que je suis victime. Oh. Enfin, je n'ai pas coutume de geindre, et quand je suis roulé, je ne m'en prends qu'à moi. Roulé. Mais proteste, mon ami, Non, proteste. mais non, je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Pour vos échéances, elles ont le tort d'être trimestrielles dans un climat où le client est annuel. Il faudra corriger ça. De toute façon, ne vous tourmentez pas à mon propos. Je déteste avoir des dettes. Mais c'est en somme beaucoup moins douloureux qu'un lombago, par exemple, ou qu'un simple furoncle à la fesse. Comment? Vous ne voulez pas nous payer? Aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame. Je n'ai aucune autorité sur l'almanach. Et il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel. La Saint-Michel. Mais vous avez bien des réserves. Aucune. Je vis de mon travail. Ou plutôt, j'ai hâte d'en vivre. Et je déplore d'autant plus le caractère mythique de la clientèle que vous me vendez que je comptais lui appliquer des méthodes entièrement neuves. Il est vrai que le problème ne fait que changer d'aspect. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez 2 fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos, mon cher confrère, fourmille d'inexactitude. D'abord, j'ai 40 ans. Mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé, avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie. Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Pardon, mes études sont en effet toutes récentes, mais mon début dans la pratique de la médecine date de 20 ans. Quoi? Vous étiez officier de santé? Mais depuis le temps qu'il n'en reste plus. Non, j'étais bachelier. Il n'y a jamais eu de bachelier de santé? Bachelier S-lettres, madame. Vous avez donc pratiqué sans titre et clandestinement. À la face du monde, au contraire. Et non pas dans un trou de province, mais sur un espace d'environ 7000 kilomètres. Mais je ne vous comprends pas. C'est pourtant simple. Il y a une vingtaine d'années, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux dames de France de Marseille, rayon des cravates. Je perds mon emploi. En me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes à destination des Indes demande un médecin, le grade de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mais rien, sans doute. Oui, vous n'aviez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai déclaré en entrant, messieurs, je pourrais vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave. Je ne sais pas encore quel sera mon sujet de thèse. Ils me répondent qu'ils ne tiennent pas au titre de docteur et qu'ils se fichent complètement de mon sujet de thèse. Je réplique aussitôt, bien que n'étant pas docteur, je désire, pour des raisons de prestige et de discipline, qu'on m'appelle docteur à bord. Ils me disent que c'est tout naturel. Mais je n'en continue pas moins à leur expliquer pendant un quart d'heure les raisons qui me font vaincre mes scrupules et à réclamer cette appellation de docteur à laquelle, en conscience, je n'ai pas droit. Si bien qu'il nous est resté à peine 3 minutes pour régler la question des honoraires. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous. Depuis mon enfant, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques des journaux, ainsi que les prospectus intitulés Mode d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules et des flacons de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé, et encore aujourd'hui, je puis vous réciter une lettre admirable adressée en 1897 par la veuve P. de Bourges à la tisane américaine des Jacquères. Voulez-vous? Non, merci, je vous Ces crois. textes m'ont rendu familier de bonne heure avec le style de la profession. Mais surtout, ils m'ont laissé transparaître le véritable esprit et la véritable destination de la médecine que l'enseignement des facultés dissimule sous le fatras scientifique. Je puis dire qu'à 12 ans, j'avais déjà un sentiment médical correct. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Eh ben, je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propagande. D'ailleurs, il n'y a que les résultats qui comptent. Aujourd'hui, de votre propre aveu, vous me livrez une clientèle nulle. Nul? Ah non, pardon. Revenez voir dans un an ce que j'en aurai fait. La preuve sera péremptoire. En me l'obligeant à partir de 0, vous accroissez l'intérêt de l'expérience. Monsieur, je crois que je ferais bien de démonter aussi le carburateur. Faites. Comme notre conversation se prolonge, j'ai dit à ce garçon d'effectuer son nettoyage mensuel de carburateur. Mais quand vous avez été sur votre bateau, comment vous en êtes-vous tiré? Les 2 dernières nuits avant de m'embarquer, je les ai passées à réfléchir. Mais 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la façon dont on procède dans les hôpitaux. Vous aviez beaucoup de gens à soigner?
l'équipage et 7 passagers de conditions très modestes. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucune. Et c'était d'ailleurs contraire à mes principes. Je suis partisan de la diminution de la mortalité. Mais comme nous tous. Vous aussi, tiens, je n'aurais pas cru. Bah, bref, j'estime que, malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Et des malades, vous en avez eu beaucoup? 35. Tout le monde alors? Oui, tout le monde. Mais comment le bateau a-t-il pu marcher? Un petit roulement à établir. Non mais dites donc maintenant, vous êtes bien réellement docteur. Parce qu'ici le titre est exigé. Et vous nous causeriez de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il vaudrait bien mieux nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Quand j'ai vu mes méthodes confirmées par l'expérience, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de les appliquer sur la terre ferme et en grand. Je n'ignorais pas que le doctorat est une formalité indispensable. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Je n'ai pas pu les commencer dès ce moment-là. Pour vivre, j'ai dû m'occuper quelque temps du commerce des arachides. Qu'est-ce que c'est? L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Oh, madame, je n'ai jamais été marchand au panier. J'avais créé un office central où les revendeurs venaient s'approvisionner. Je serais millionnaire si j'avais continué cela 10 ans. Mais c'était très fastidieux d'ailleurs. Presque tous les métiers secrètent l'ennui à la longue, comme je m'en suis rendu compte par moi-même. Il n'y a de vrai, décidément, que la médecine. Peut-être aussi la politique, la finance et le sacerdoce, mais je ne les ai pas encore essayés. Et vous pensez appliquer vos méthodes ici? Si je ne le pensais pas, madame, je prendrais mes jambes à mon cou. Et vous ne me rattraperiez jamais. Évidemment, je préférerais une grande ville. Toi qui vas à Lyon, ne pourrais-tu pas demander au docteur quelques renseignements sur sa méthode? Cela n'engage à rien. Mais le docteur Doc ne semble pas tenir à la divulguer. Pour vous être agréable, je puis vous proposer l'arrangement suivant. Au lieu de vous payer Dieu sait quand en espèces, je vous paye en nature. C'est-à-dire que je vous prends 8 jours avec moi et vous initie à mes procédés. Oh, mais vous plaisantez, mon cher confrère. C'est peut-être vous qui m'écrirez dans 8 jours pour me demander conseil. Je n'attendrai pas jusque-là. Je compte bien obtenir de vous aujourd'hui même plusieurs indications très utiles. Mais disposez de moi, mon cher confrère. Est-ce qu'il y a un tambour de ville là-haut? Vous voulez dire un homme qui joue du tambour et qui fait des annonces au public? Parfaitement. Oui, il y a un tambour de ville. La municipalité le charge de certains avis. Les seuls particuliers qui recourent à lui sont les gens qui ont perdu leur porte-monnaie ou encore quelques marchands forains qui soldent un déballage de faïence et de porcelaine. Bon. Saint-Maurice, ça a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et près de 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double, au moins. La population est pauvre? Très à l'aise, au contraire, et même riche. Il y a de grosses fermes. Ah. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Terriblement avare, d'ailleurs. Il y a de l'industrie? Fort peu. Du commerce? Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Oh, ma foi, non, non. Pour la plupart, ce n'est qu'un supplément de revenus et surtout une façon d'utiliser les loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Tu avoueras que c'est plutôt le mari. D'abord, les femmes ne sauraient guère où aller. Tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties de quilles. En hiver, le café. Oui, les femmes sont-elles très pieuses? La question, pour moi, a son importance. Beaucoup vont à la messe. Mais Dieu tient-il une place considérable dans leurs pensées quotidiennes? Quelle idée! Parfait. Il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Oh, mais vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai jamais entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, bon, on s'y intéresse comme partout. Oui, mais en connaissez-vous qui feraient retirer la plante des pieds de leur père et mère en faveur du scrutin de liste ou de l'impôt sur le revenu? Oh, Dieu merci, ils n'en sont pas là. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Ah non, mais vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir comme ailleurs des maris trompés, mais enfin, sans excès. D'abord, c'est très difficile. Les gens vous surveillent tellement. Bon. Vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Bon, Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes. À un moment, plusieurs de ces dames ont fait du spiritisme. L'on se réunissait chez la notéresse et l'on faisait parler le guéridon. Mauvais, mauvais, détestable. Mais je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux. Et pas de sorciers non plus, pas de thaumaturge. Quelques vieux bergers sentant le bouc qui guérit par l'imposition des mains. autrefois, peut-être, mais plus maintenant. En somme, l'âge médical peut commencer. Mon cher confrère, serait-il inhumain de demander à ce véhicule un nouvel effort?
J'ai une hâte incroyable d'être à Saint-Maurice. Cela vous vient bien brusquement. Je vous en prie, arrivons là-haut. Qu'est-ce donc de si puissant qui vous y attire? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation magnifique. Et pour parler votre style, fait laborieusement pousser des chardons là où voulait croître un verger plantureux. C'est couvert d'or que vous en deviez repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangs de perles au cou. Tous deux à l'intérieur d'une étincelante limousine. Et non point sur ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur. La plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors, c'est affreux. Tu entends, Albert? J'entends que le docteur Knock est un chimérique et de plus un cyclotimique. Il est le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas 2 sous, maintenant c'est un pactole. Toi aussi, tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bon. Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance. Nous verrons où en est le docteur Knock. C'est cela, revenez dans 3 mois. Nous aurons le temps de causer. Mais je vous en supplie, partons tout de suite. Jean, vous êtes prêt? Oh, moi, je serais bien prêt. Mais cette fois-ci, je ne crois pas que nous arriverons tout seuls à la mettre en marche. Comment cela? Ah, il faudrait des hommes plus forts. Et si on essayait de la pousser? Peut-être. Mais oui, voyons. Il y a 20 mètres en plaine. Je prendrai le volant, vous pousserez. Oui. Et ensuite, vous tâcherez de sauter sur le marchepied au bon moment, n'est-ce Oui, pas? Donc, en voiture, mon cher confrère, en voiture. C'est moi qui vais conduire. Jean, qui est un Hercule, veut s'amuser à nous mettre en marche sans le secours de la manivelle, par une espèce de démarrage qu'on pourrait appeler automatique. Bien que l'énergie électrique y soit remplacée par celle des muscles, qui est un peu de même nature, il est vrai. Nous sommes dans l'ancien domicile de M. Parpalais. L'installation du docteur Knock donne l'impression du provisoire. Une table, quelques sièges, armoire bibliothèque, chaise longue, tableau noir, lavabo, quelques figures anatomiques et histologiques au mur. Oui. Ah. C'est vous, le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi, au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Nous disions... C'est un brave homme, mais il n'a pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non, monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'il avait, mais j'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Oh, pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Tiens, Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en disant « C'est rien du tout, vous serez sur pied demain, mon ami. Vraiment? » Ou bien il vous écoutait à peine en faisant « Oui ». Et il se dépêchait de parler d'autre chose pendant 1 heure. Par exemple, de son automobile. Comme si l'on venait pour ça. Et puis, il vous indiquait des remèdes de 4 sous. Quelquefois, une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique un remède de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites? Depuis 30 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 30 ans, je vous jure. Oh, vous devez avoir oublié. Je ne puis pas vous croire. Enfin bref, quels sont vos tarifs? 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur... Au docteur. Je conseille au docteur, et s'il n'en est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Quelle différence y a-t-il? Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Bien, je prends le grand tour.
Vous êtes disponible ce matin? Ah, mais, tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, Ah, ça, c'est rudement vrai. il donnera tous les lundis matins, de 9h30 à 11h30, une consultation entièrement gratuite, réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée, ça. Une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais, vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Si vite que cela, vous croyez? Et puis, vous n'aviez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Je tâcherai de me débrouiller. Il y a encore ceci, que c'est le jour du marché que vous aviez le plus de chance d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'envoyait guère que ce jour-là. Si vous les recevez gratis... Vous comprenez, mon ami, ce que je veux, avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais ou à New York. Ah, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On ne peut pas s'écouter. Et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Oh, sûr que je raisonne, moi. Je n'ai pas l'instruction que je devrais, mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remontreraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur... Docteur. Docteur, qu'un jour, monsieur le préfet en personne se trouvait à la mairie dans la grande salle des mariages, et même que vous pourriez demander attestation du fait à des notabilités présentes, à monsieur le premier adjoint, pour ne pas le nommer, ou à monsieur Michalon. Et qu'alors, monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire. Et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres qui n'étaient pas tambours, mais qui se prenaient pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a plus su quoi dire? C'était monsieur le maire. C'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. On jurerait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Je n'y étais pas, mon ami. Oh, alors c'est quelqu'un qui vous l'a raconté, et quelqu'un de bien placé. Hein. Vous ne montrez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Hein. Donc, je compte sur vous, mon ami. Et rondement, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas venir tout à l'heure, ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Ouais, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille. Ouais. Ou plutôt, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Oui. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici, là. Par ici. Où cela, par ici? Là. Ou peut-être là. Entre les deux. Là. Juste entre les deux. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là. Où je mets mon doigt. Il me semble bien. Oui. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important.
Quel âge avez-vous? 51. Dans mes 52. Plus près de 52 ou de 51? Plus près de 52. Je les aurai fin novembre. Oui. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Ne le dites pas, c'est une faveur. Vous êtes trop bon, docteur, mais c'est donc grave ce que j'ai. Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez? Non, je chic. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin? J'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là. Hein? Je puis y manger? Moi. Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite? Je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Là. Voilà. Bon. Ah, bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci. Non, docteur, j'ai une minute. Mon adjoint surveille la récréation. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tant de choses à faire ensemble, et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration? Remarquez que je ne suis pas homme à imposer mes idées ni à faire table rase de ce qu'on a édifié avant moi au début. C'est vous qui serez mon guide. Je ne vois pas bien. Ne touchons à rien pour le moment. Nous améliorerons par la suite s'il y a lieu. Mais... Qu'il s'agisse de la propagande ou des causeries populaires ou de nos petites réunions à nous, vos procédés seront les miens, vos heures seront les miennes. C'est que, docteur, je crains de ne pas bien saisir à quoi vous faites allusion. Mais je veux dire tout simplement que je désire maintenir intacte la liaison avec vous, même pendant ma période d'installation. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Voyons, vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. Il nous arrivait de faire un billard. Mais ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Mais comment vous étiez-vous réparti l'enseignement populaire de l'hygiène? L'œuvre de propagande dans les familles, que sais-je, moi? Les 1000 besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Nous étions rien répartis du tout. Quoi? Vous aviez préféré agir chacun isolément? C'est bien plus simple. Nous n'y avons jamais pensé ni l'un ni l'autre. C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. Oh! Si je ne l'entendais pas de votre bouche, je vous assure que je n'en croirais rien. Je suis désolé de vous causer cette déception, mais ce n'est pas moi qui pouvais prendre une initiative de ce genre-là, vous l'admettrez. Même si j'en avais eu l'idée, et même si le travail de l'école me laissait plus de loisirs. Évidemment. Vous attendiez un appel qui n'est pas venu. Chaque fois qu'on m'a demandé un service, j'ai tâché de le rendre. Je le sais, monsieur Bernard, je le sais. Voilà donc une malheureuse population qui est entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. Dame. Je parie qu'ils boivent de l'eau sans penser aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? J'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais ils doivent se figurer qu'il s'agit d'une espèce de mouche. C'est effrayant. Effrayant. Écoutez, cher monsieur Bernard, nous ne pouvons pas, à nous deux, réparer en 8 jours des années de... disons d'insouciance. Mais il faut faire quelque chose. Je ne m'y refuse pas, je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous avez un grave défaut. La modestie. Oh. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire. Rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, C'est docteur. entendu. Je puis soigner sans vous mes malades. Mais la maladie,
Qui est-ce qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui est-ce qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Qui leur apprendra qu'on ne doit pas attendre d'être mort pour appeler le médecin? Ils sont très négligents, je n'en disconviens pas. Commençons par le commencement. J'ai ici la matière de plusieurs causeries de vulgarisation. Des notes très complètes, de bons clichés et une lanterne. Vous arrangerez tout cela comme vous savez le faire. Tenez, pour débuter, une petite conférence, toute écrite, ma foi, et très agréable, sur la fièvre typhoïde, les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couve sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite, le tout agrémenté de jolies vues. Bacilles formidablement grossis, détails d'excréments typhiques, ganglions infectés, perforations d'intestin, et pans noirs, en couleur. Des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que je suis très impressionnable. Si je me plonge là-dedans, je n'en dormirai plus. Voilà justement ce qu'il faut, je veux dire, voilà l'effet de saisissement que nous devons porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous y habituerez. Qu'ils n'en dorment plus. Car leur tort, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse dont les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. Je n'ai déjà pas une santé si solide. Mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont qu'en reproduction, mais enfin... Pour ceux que notre première conférence aura laissé froid, j'en tiens une autre dont le titre n'a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il y est démontré, clair comme le jour, à l'aide de cas observés, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose, un excellent appétit, et recéler dans tous les replis de son corps des rayons de bacilles de la dernière virulence capables d'infecter un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur? Je serais curieux de connaître quelqu'un qui, au sortir de cette deuxième petite causerie, se sentirait d'humeur à batifoler. Vous pensez que moi, docteur, je suis un porteur de germes? Non, pas vous spécialement, j'ai pris un exemple. Mais j'entends la voix de monsieur Bousquet. À bientôt, mon cher monsieur Bernard, et merci pour votre adhésion, dont je ne doutais pas. Ah. Asseyez-vous, cher monsieur Mousquet. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie. Mais il n'en faut pas davantage pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui règne et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Ah, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Oh mon Dieu! Oh, si j'en faisais seulement la moitié! Cher monsieur Mousquet, vous avez en face de vous non point un agent du fisc, mais un ami. Et j'ose dire, un collègue. Oh mais docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfier de vous. Mais je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les 10 000. Et savez-vous bien que c'est scandaleux? Dans ma pensée, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pourtant pas de concurrent. Oh, aucun, à près de 5 lieues à la ronde. Alors quoi? Des ennemis? Oh, je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas eu d'histoire fâcheuse, une distraction, 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin? C'est si vite fait. Oh, pas le plus minime incident, je vous prie de le croire. En 20 années d'exercice. Alors, j'aurais pu y informer d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Encore une fois, cher monsieur Mousquet, nous sommes strictement entre nous. Oh, le docteur Parpal est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit.
Quand je rapproche tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander s'il croyait en la médecine. Dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaignaient à moi et que ça me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir, je les voyais plus revenir. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte que de les faire peu à peu déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Ah oui, certes. Et toute question d'argent à part, il y a conscience à se laisser glisser ainsi au-dessous du ferblantier et de l'épicier. Je vous assure, docteur, que ma femme serait bien empêchée de se payer les chapeaux et les bas de soie que la femme du ferblantier arbore semaine et dimanche. Taisez-vous, cher ami, vous me faites mal. C'est comme si j'entendais dire que la femme d'un président de chambre en est réduite à laver le linge de sa boulangère pour avoir du pain. Oh, si Madame Mousquet était là, vos paroles lui iraient à l'âme. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas pouvoir suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Ah, tous, c'est beaucoup de monde. Je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion, point du tout. Client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies, plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils demandent qu'à vous croire. Mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, monsieur Mousquet. Réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée, qui fait la force de nos États. Vous êtes un penseur, vous, docteur Knock. Et les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Écoutez-moi. Je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées. Mais si, dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène ici, et je tendrai les 2 joues pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Oh, cher docteur, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion. Et un misérable si je vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. Comptez sur moi, comme je compte sur vous. Ah, voici les consultants. Une douzaine déjà? Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite. C'est vous qui êtes la première, madame. Entrez, je vous prie. Ah. Vous êtes bien du canton? Ah, je suis de la commune. Hein, de Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui, à moi et à mon mari. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Oh, pensez, monsieur. 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Diable, vous n'avez pas de domestique? Oh, dame, si. 3 valets, une servante et les journaliers dans la belle saison. Je vous plains. Il ne doit guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non. Hein? Et pourtant, vous souffrez. Ce n'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Hein? Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Baissez la tête. Respirez. Toussez. Respirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Me souviens pas. Ouais. Bon. Vous n'avez jamais mal ici le soir, en vous couchant? Là, une espèce de courbature. Oui, des fois. Essayez de vous rappeler. Ce devait être une grande échelle. Ah ben ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est la fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui.
Vous avez déjà consulté le docteur Parpalet? Ah non, jamais. Pourquoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. C'est vous. Merci, docteur. Ah, voilà. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'en avez pas envie? J'ai envie. J'aime mieux vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Ah, mon Dieu. Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal qu'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Ah. Et combien est-ce que ça me coûterait? Voyons, qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Ah ben ça dépend des marchés, de la grosseur. Mais on ne peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. Oh là là. Près de 3000 francs. Ah, c'est une désolation, Jésus-Marie. Si vous aimez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, oh. Un pèlerinage, ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir. Ah. Pardon. Voici votre moelle épinière. En coupe. Ouais, Très schématiquement, n'est-ce pas? ouais. Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc. Ouais, Et ici, votre colonne de Clark. ouais. Vous me suivez? Ouais. Eh bien, quand vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que c'est très peu, évidemment, mais c'est très mal placé. Et puis, vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu. Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain, vous pouvez attendre. Oh là là. Eh ben, j'ai bien du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. Ah. Eh oui, l'argent est si dur à gagner. Tandis que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Ouais. Mais en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ça soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ouais. Cela ne vous coûtera presque rien. Au bout de quelques jours, vous vous rendrez compte par vous-même de la tournure que prendra le mal, et vous vous déciderez. Oui, c'est ça. Bien. Alors vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Ah non, à pied. Ah, il faudra trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul, autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Ouais. Défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures et, à la rigueur, une moitié de biscuit le matin et le soir, trempé dans un doigt de lait. D'ailleurs, je vous écris tout ça sur une ordonnance. Là. Mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuit. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. Ah non. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre gaieté sont revenues, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire. Et je serai le premier à vous rassurer. Si, au contraire, vous éprouvez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête et une certaine paresse à vous lever, l'hésitation ne sera plus permise et nous commencerons le traitement. C'est convenu? Eh ben, comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et j'irai bientôt vous voir. Là. Merci. Pardon. Voilà. Très bien. Mariette, aidez madame à descendre l'escalier, à trouver une voiture. Au revoir. Ah, au revoir, madame. Bon. Au suivant, je vous prie. Madame, je vous en prie. Vous devez être bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite, c'est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est là
un des jolis résultats du gâchis actuel, et que tandis qu'une quantité de malautrus et de marchands de cochons roulent carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, on est réduit à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques et l'écurie de 4 chevaux qui était de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire haine du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant que depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. Moi, j'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, madame. Surtout si vous aimez les champignons et si, d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Ah! Vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. Et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes, mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, servit quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont en général d'excellentes valeurs. Un peu spéculatives peut-être. Oui. Sujettes à des hausses inconsidérées, Ah. Suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu, vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse, et j'en ai pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie de mettre une somme pareille dans les charbonnages, quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait jamais représenter plus du 10e de l'avoir total. Ah, pas plus du 10e. Mais s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Ah, vous me rassurez, docteur, j'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Mais au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes fermiers, à mes titres. Je ne puis pourtant pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses, ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait queue à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà. J'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens. J'ai pensé, ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas, et ce monsieur en saura pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'une dame ponce, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car mes moindres gestes sont observés et commentés, c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi, il vient quelques personnes, nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul, il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très tourmentée avec mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir, c'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpalais? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du Code civil, c'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort. Ah. Car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment?
L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dite en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. En tuyau de pipe. L'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. L'insomnie peut encore provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névrolier. Oh, ça doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Représentez-vous un crabe, Oui. ou un poulpe, ou une gigantesque araignée, en train de vous grignoter, de vous suçoter, et de vous déchiqueter doucement la cervelle. Il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir. Je le sens bien. Je vous en prie, docteur. Tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Une piqûre. Oh putain, non, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Mais ça doit être absolument incurable et mortel. Non. Il y a un espoir de guérison? Oui, à la longue. Ne me trompez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner suivant les méthodes les plus modernes. Avec vous, c'est différent. Oh, je serai une malade très docile, docteur, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il le faudra, surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté, c'est d'avoir la patience de poursuivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années, et aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, un calcul minutieux des doses radioactives, et à des visites presque quotidiennes. Oh, moi je ne manquerai pas de patience, mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux, mais il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin? Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du poids public. J'essaierai de faire un bond tous les matins jusque chez vous, sauf le dimanche, et le lundi à cause de ma consultation. Mais ce ne sera pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée. Je resterai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Je vous laisserai des instructions détaillées. Et puis, quand je trouverai une minute, je passerai le dimanche matin ou le lundi après-midi. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Rentrez chez vous, gardez la chambre. J'irai vous voir demain matin et je vous examinerai plus à fond. Bon. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Voyons, passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Là, madame. Merci. Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? C'est tous les deux. Vous n'allez pas passer ensemble. Je ne puis pas vous recevoir tous les deux à la fois, choisissez. D'abord, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt. Il y a des gens avant vous. Ah oui, ils nous ont cédé leur tour. Demandez-leur. Oui. Alors, nous deux, on va toujours ensemble et on fait la paire. Va, entrez. Pardon. Déshabillez-vous. Non, vous. Bon. Vous, asseyez-vous là. Bon, monsieur le docteur. Allons, déshabillez-vous. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez encore votre chemise. Bon, voilà. Là, ça suffit. Approchez. Voilà. Approchez. Tournez-vous. Respirez. Par la bouche. Par la bouche? Par la bouche. Plus fort. Encore. Bon, toussez. Tiens. Toussez. Ben, tous quoi, le docteur te demande. Quoi donc, ouais, Toussez, franchement. Ouais. Bon. Pardon. Montrez-moi votre langue. Ma langue? Votre langue. Hein? Là. Bravo.
Bon, étendez-vous là-dessus. Là-dessus. Allons. Pardon. Là. Voilà. Me ramener les genoux. Voilà. Que je... Moi, ce ventre-là... Ouais, dis donc. Une photo. Oui. Allongez le bras. Allongez le bras. Lequel? Le bras. Celui-là. Tiens, le bras. Bien. Bon, rhabillez-vous. Voilà. Vous avez encore votre père. Ah non, non, il est mort. De mort subite? Oui. C'est ça. Il ne devait pas être vieux. Bah, non, 49 ans. Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voyez sur ce tableau, là, les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Voici votre cœur. Mais chez vous, le cœur est déjà plus abîmé qu'on ne l'a représenté là-dessus. Là. Il faudrait peut-être que je cesse de boire. Vous ferez comme vous voudrez. Est-ce qu'il y a des remèdes à prendre? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Moi, monsieur le docteur. Si vous voulez, monsieur le docteur, je reviendrai à une consultation payante. C'est tout à fait inutile. Moi, j'ai rien, moi, monsieur le docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je me porte bien, monsieur le docteur. Moi. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon camarade. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Allons, déshabillez-vous! Non, monsieur le docteur, non, pas aujourd'hui. Non, je reviendrai, monsieur le docteur. Nous sommes dans la grande salle de l'hôtel de la Clé. On y sent l'hôtel de chef-lieu de canton en train de tourner au Medical Hotel. Les calendriers de l'icorécie subsistent, mais les nickels, les ripolins et les linges blancs de la sepsie moderne y apparaissent. Scipion! La voiture est arrivée? Oui, madame. Tiens, on disait que la route était coupée par la neige. Bon, 15 minutes de retard. À qui sont ces bagages? Ah, à une dame de Livron qui vient consulter. Bah, nous ne l'attendions que pour ce soir. Mais erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise? À Ravachol. Comment? Monsieur Parpalais est ici? À 50 mètres derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Ah, pas reprendre sa place, bien sûr. Consulter, probable. Il n'y a que le 9 et le 14 de disponibles. Alors je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin et je mets la dame de Livron au 14. Et pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Mais il restait le 14. J'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Oh, je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller, moi, faut que je m'occupe de mes malades. Mais pas du tout, Scipion. Attendez, monsieur Parpalais, et expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je peux pas lui dire ça moi-même. Ah, désolé, patronne, j'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur Knock sera là dans quelques instants. Non, mais j'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. J'ai pas envie de me faire engueuler. Mais vous ne montez même pas les bagages de cette dame? Et la bonne, elle enfile des perles? Ben, il n'y a personne? Madame Rémy! Scipion! Ah, ben c'est curieux. Ah, voilà toujours ma valise. Scipion! Monsieur? Vous demandez? Je voudrais bien voir la patronne. Pourquoi, monsieur? Pour qu'elle m'indique ma chambre. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés? Mais je ne suis pas un malade, mademoiselle, je suis un médecin. Ah, vous venez assister le docteur. Le fait est qu'il en aurait besoin. Mais mademoiselle, vous ne me connaissez pas? Non, pas du tout. Le docteur Parpalais. Il y a 3 mois encore, j'étais médecin de Saint-Maurice. Sans doute n'êtes-vous pas du pays. Si, si. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici avant le docteur Knock. Hein? Vous m'excuserez, monsieur. La patronne va sûrement venir. Il faut que je termine la stérilisation de mes têtes d'oreiller. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Tiens. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous venez pas pour loger, au moins? Mais si. Comment allez-vous, madame Rémy? Oh, ben nous voilà bien. Mais j'ai plus de chambre. C'est ton jour de foire, aujourd'hui. Ah non, un jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Des malades. Des malades? Ah oui, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi loge-t-il chez vous? Parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice.
Mais d'ailleurs, ils n'y sont pas si à plaindre que ça, chez nous, en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oui. Oh, depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Ah oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock dans le pays, et à tout hasard, ils allaient le consulter. Ah oui? Et évidemment, sans bien se rendre compte de leur état. Mais ils avaient le pressentiment de quelque chose. Et si leur bonne chance les avait pas conduits à Saint-Maurice, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi serait-il mort? Comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger, à faire sans autre imprudence. Et tous ces gens-là sont restés ici? Oui. En revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit, ils commençaient à suivre le traitement. Ah oui? Aujourd'hui, c'est déjà plus pareil. Les personnes que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. Seulement l'ennui, c'est que nous manquons de place. Enfin, nous allons faire construire. C'est extraordinaire. Oui, en effet, ça doit vous sembler extraordinaire à vous. Oui. Ah, s'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Et quelle vie mène-t-il donc? Mais une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. À 10 heures, il passe à l'hôtel. Mais vous le verrez dans 5 minutes. Oui. Et puis les consultations chez lui. Et les visites de nouveau jusqu'au bout du canton. Oh, je sais bien, il a son automobile, une belle voiture neuve qui conduit à fond de train. Mais je suis sûr qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah. Ici, pourtant, hein, vous saviez si vous faire une petite vie tranquille. Vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Oui, il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner, c'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous n'avons aucun souci de notre personne, que nous attendons que notre heure soit venue de crever comme les animaux, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalais. Mais nous nous apprécions autant que quiconque. Et bien qu'on n'aime pas gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Mais vous, monsieur Parpalais, vous en êtes aux paysans d'autrefois, qui coupaient les sous en 4, et qu'auraient mieux aimé perdre un œil et une jambe que d'acheter 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. Ah, en tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites. Gratuites? Oui, que nous n'avions jamais connues jusqu'ici. Pour les visites, il fait payer les personnes qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Oui. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant l'accueil d'une pauvre vieille qui a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Puis, faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Oh non. Tenez-moi, la première. Je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments, y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que j'avais rien, que je ne devais pas me tourmenter, que j'avais qu'à bien manger et à bien boire. Et pas question de lui faire accepter 1 centime. La même chose pour monsieur Bernard, l'instituteur. Il s'était mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock a été jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Non. D'ailleurs, voilà monsieur Mousquet, qui vient faire une prise de sang au 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Donnez-moi tout de même votre valise. Je vais essayer de vous trouver un coin. Merci. Le docteur n'est pas encore là? Ah, le docteur Parpalais. Un revenant, ma foi. Il y a si longtemps que vous nous aviez quittés. Si longtemps? Mais non, 3 mois. C'est vrai, 3 mois. Ah, cela me semble prodigieux. Et vous êtes content à Lyon? Très content. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous aviez peut-être là-bas une clientèle toute faite. Bon, je l'ai déjà accrue d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est bonne. Ou bien meilleure. Aurait-elle été souffrante?
Mais vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait souvent? D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché d'importance. Le docteur Knock, lui, a diagnostiqué aussitôt une insuffisance des sécrétions ovariennes et prescrit un traitement opothérapique qui a fait merveille. Ah, elle ne souffre plus? De ses anciennes migraines? Non, plus du tout. Non, les lourdeurs de tête qui lui arrivent encore d'éprouver proviennent uniquement du surmenage, et non rien que de naturel. Car nous sommes terriblement surmenés. Oui, d'ailleurs, je vais prendre un élève. Vous n'avez personne de sérieux à me recommander? Non, mais j'y penserai. Ah, ça n'est plus la petite existence calme d'autrefois. Si je vous disais que même en me couchant à 11h30 du soir, je n'ai pas toujours terminé l'exécution de mes ordonnances. Bref, le Pérou. Bon, il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires, et je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que celle-là. Moi, mon cher docteur Parpalais, j'aime mon métier, et j'aime à me sentir utile. Oui, oui. Je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ronger mon frein. Simple question de tempérament. Ah, et voici le docteur Knock. Messieurs, bonjour, docteur Parpalais, je pensais à vous. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto? Non, par le train. Ah bon? Il s'agit de l'échéance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je profiterai de l'occasion. Je vous laisse, messieurs. Docteur Knock, je monte au 15. Vous ne m'accuserez plus maintenant de vous avoir roulé. L'intention y était bien, mon cher confrère. Enfin, vous ne nierez pas que je vous ai cédé le poste, et le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester. Nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats? Oui, on m'en a parlé. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations, d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Ah. Oui, nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine? Dites le double, hardiment, mon cher confrère. Soit. Voici mes chiffres à moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Mi-octobre, 37. Fin octobre, 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. Non. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art un peu rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Mais le traitement, c'est de la pisciculture. Non, pardonnez-moi, mon cher confrère. Vos chiffres sont rigoureusement exacts? Rigoureusement. En une semaine, il a pu se trouver dans le canton de Saint-Maurice 150 personnes qui se soient dérangées de chez elles pour venir faire queue en payant à la porte du médecin. Ouais. On les y a pas amenés de force, ni par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes, ni la troupe. C'est inexplicable. Passons à la courbe des traitements. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malade en traitement régulier à domicile, 0. N'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Mais moi, je ne trouve pas cela énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers. Et là-dessus, 1502 revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Mais quelle est cette histoire de revenus? Vous ne pouvez tout de même pas imposer la charge d'un malade en permanence à une famille dont le revenu n'atteint pas 12 000 francs. Ce serait abusif. Et pour les autres non plus. L'on ne saurait prévoir un régime uniforme. J'ai 4 échelons de traitement. Oh. Le plus modeste, pour les revenus de 12 à 20 000, ne comporte qu'une visite par semaine et 50 francs environ de frais pharmaceutiques par mois. Au sommet, le traitement de luxe, pour revenus supérieurs à 50 000 francs, entraîne un minimum de 4 visites par semaine et de 300 francs par mois de frais divers. Rayon X, radium, massage électrique, analyse, médication courante, etc. Mais comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Pas par les agents du fisc, croyez-le, et tant mieux pour moi. Alors que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs,
Le contrôleur de l'impôt en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000, le plus gros de la mienne de 120 000. Nous ne concordons jamais. Mais il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Mais vos informations à vous, d'où viennent-elles? De bien des sources. C'est un très gros travail. Presque tout mon mois d'octobre y a passé, et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? Oui, on dirait une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise. La tache de Chabrière. Plaît-il? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée. N'est-ce pas? On la remarque à peine. Non mais, même si je voulais vous cacher mon ahurissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne puis guère douter de vos résultats, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient peut-être de vous le dire, mais ils le penseraient. Ou alors ils ne seraient pas des médecins. Mais me permettez-vous de me poser une question tout haut? Je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main comme vous, s'il ne me restait qu'à la pratiquer, Oui? est-ce que je n'éprouverais pas un scrupule? Répondez-moi. Mais c'est à vous de répondre, il me semble. Non, mais remarquez que je ne tranche rien. Je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Vous allez dire que je donne dans le rigorisme que je coupe les cheveux en quatre. Mais est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Parpalais, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. C'est le seul dont je me préoccupe. Oui. 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 Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit, et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux. Ce que l'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un! Rien ne m'agace comme cet être, ni chair, ni poisson que vous appelez un homme bien important. Mais vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Cela se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Ah. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace, que personne, pas même moi, n'osera aller jusqu'au bout et mettre toute une population au lit pour voir. Pour voir. Mais soit, je vous accorderai qu'il faut des gens bien portants, ne serait-ce que pour soigner les autres, ou former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Ce que je n'aime pas, c'est que la santé prenne des airs de provocation, car alors vous avouerez que c'est excessif. Nous fermons les yeux sur un certain nombre de cas, nous laissons un certain nombre de gens leur masque de prospérité, mais s'ils viennent ensuite se pavaner devant nous et nous faire la nique, je me fâche. C'est arrivé ici pour Monsieur Raffalins. Ah, le colosse, celui qui se vante de porter sa belle-mère à bras tendus. Oui. Il m'a défié près de 3 mois, mais ça y est. Quoi? Il est au lit. Ces vantardises commençaient à affaiblir l'esprit médical de la population. Mais il subsiste pourtant une sérieuse difficulté. Laquelle? Vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste. Ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on amène un certain ralentissement des autres activités sociales, dont plusieurs sont malgré tout intéressantes? Ça ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine. Oui, il est vrai que lorsqu'il construit sa ligne de chemin de fer, l'ingénieur ne se demande pas ce qu'en pense le médecin de campagne. Parbleu! Regardez un peu ici, docteur Parpalais. Oui? Vous connaissez la vue qu'on a de cette fenêtre? Entre 2 parties de billard jadis, vous n'avez pu manquer d'y prendre garde. Tout là-bas, le mont Aligre marque les bornes du canton, les villages de Mescla et de Trébure s'aperçoivent à gauche, et si de ce côté les maisons de Saint-Maurice
ne faisait pas une espèce de renflement, c'est tous les hameaux de la vallée que nous aurions en enfilade. C'est exact. Mais vous n'avez dû saisir là que ces beautés naturelles dont vous êtes friand. C'est un paysage rude, à peine humain, que vous contempliez. Aujourd'hui, je vous le donne tout imprégné de médecine, animé et parcouru par le feu souterrain de notre art. La première fois que je me suis planté ici, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas trop fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd. Ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, il s'en faut que nous les voyions toutes à cause de l'éloignement et des feuillages, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine, 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens, et grâce à moi, un sens médical. La nuit, c'est encore plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Et les non-malades dorment dans les ténèbres, ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions. Quelles sont la voix de mes ordonnances? Songez que dans quelques instants, il va sonner 10 heures. Que pour tous mes malades, 10 heures, c'est la deuxième prise de température rectale. Et que, dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai, tôt ou tard. Attention, vous êtes juste à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront. Déjà, croyez-en mon expérience. Alors, vous ne devriez pas attendre. Vous avez une situation à m'indiquer? La mienne, je vous la donne. Je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous deviendriez? Moi? Eh ben, je me contenterai de nouveau de Saint-Maurice. Oui. Et je vais plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Oui. Au fond, vous n'êtes pas si bête qu'on veut bien le dire. Comment cela? Vous produisez peu, mais vous savez acheter et vendre. Ce sont les qualités du commerçant. Mais je vous assure Vous êtes même en l'espèce assez bon psychologue. Vous devinez que je ne tiens plus à l'argent dès l'instant que j'en gagne beaucoup, et que la pénétration médicale d'un ou deux quartiers de Lyon m'aura vite fait oublier mes graphiques de Saint-Maurice. Oh, je n'ai pas l'intention de vieillir ici, mais de là à me jeter sur la première occasion venue. Approchez-vous, cher monsieur Moussier. Savez-vous ce que me propose le docteur Parpalais? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon, il reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Pas du tout, une offre très sérieuse. Oui, les bras m'en tombent. Mais naturellement, vous refusez. Mais pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Parce que, quand en échange d'un Hammerless de 2000 francs, on leur offre un pistolet à air comprimé Eureka, les gens qui ne sont pas fous ont l'habitude de refuser. Vous pourriez aussi proposer au docteur un troc d'automobile. Je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu qui avait une grosse réputation. Oui, il y a 3 mois de ça. Et en 3 mois, on fait du chemin. Et encore plus à la descente qu'à la montée. Comment? D'abord, cher docteur Knock, la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Mais qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Mais elle vous le donnera. Oh, je ne vous dis pas qu'elle fera des barricades. Non, c'est pas la mode du pays. Nous nous manquons de pavés. Mais elle pourrait vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez une bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte et le docteur Parpalais revient. Mais non! Ah, mais non! Ah, moi, je vous dis que ça ne se fera pas. Ou alors, il faudra qu'il vous enlève de nuit en aéroplane, parce que je vais retirer les gens et on vous laissera pas partir. On crèvera plutôt les pneus de votre voiture. Quant à vous, monsieur Parpalais, si c'est pour ça que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose plus d'une seule chambre. Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors. Bien. Bien. L'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 25 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a plus de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner honnêtement mon pain à Lyon. Honnêtement et d'ailleurs largement. Si j'ai songé un instant à reprendre mon ancien poste, c'était, je l'avoue, à cause de la santé de ma femme qui ne s'habitue pas à l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous réglerons nos affaires le plus tôt possible. Je repars ce soir. Vous ne nous ferez pas cet affront, mon cher confrère.
Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle d'ailleurs inexacte, et dans la crainte où elle était de laisser tomber ses assiettes, n'a pu garder le contrôle de son langage. Ses paroles ont trahi sa pensée. Vous voyez, maintenant que sa vaisselle est en sécurité, Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle, et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage toute la population de Saint-Maurice pour vos 25 années d'apostolat silencieux. Oh, sûrement, M. Parpalais a toujours été un très brave homme. J'y tenais sa place aussi bien qu'un autre, tant que nous pouvions nous passer de médecins. C'était ennuyeux que lorsqu'il y avait une épidémie. Car enfin, vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde au temps de la grippe espagnole. Un vrai médecin. Ah, quelle chose il faut s'entendre dire. Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? Tenez, à peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre. Attendez la prochaine et vous verrez si le docteur Knock s'en tire mieux que moi. Le docteur Knock? Ah, écoutez, Monsieur Parpalais, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Eh bien, je peux vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on l'attend de pied ferme, votre épidémie mondiale. Ce qu'il y a de terrible, comme l'expliquait l'autre jour encore Monsieur Bernard à la conférence, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mon cher docteur, je ne vous conseille pas de soulever ici des controverses de cet ordre. L'esprit pharmaco-médical court les rues. Les notions abondent, et le premier venu vous tiendra tête. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Madame Rémy et le docteur Parpalais peuvent différer de conception et garder néanmoins les rapports les plus courtois. Madame Rémy, vous avez bien une chambre pour le docteur? Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger les malades. Ah, si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible, parce que c'est mon devoir. Mais si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir dès cet après-midi, et que, médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire. Ah, ce serait autre chose. Mais Monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion professionnelle m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Mais qu'allez-vous chercher là? Mais je repars ce soir et voilà tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Un repos de 24 heures vous est indispensable. Je déconseille le départ aujourd'hui et au besoin je m'y oppose. Mais bien, docteur. Moi je ne savais pas. Mais Monsieur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille. Faudra-t-il prendre sa température? Nous recauserons de cela tout à l'heure. Je vous laisse un instant, messieurs. J'ai cassé une aiguille, je vais en prendre une autre à la pharmacie. Bien. Dites donc, c'est une plaisanterie. Enfin, je vous remercie de toute façon, ça ne m'amusait pas de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt vous avez eu un air pour me dire ça. Enfin, j'avais beau savoir que c'était une plaisanterie et connaître les ficelles du métier. Oui, un air et un œil, comme si vous m'aviez scruté jusqu'au fond des organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous? Cela se fait un peu malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis pas empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que, depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans la glace. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire? Un diagnostic de fantaisie ou bien... Comment de fantaisie? Je vous dis que malgré moi, quand je rencontre un visage, mon regard se jette sans même que j'y pense sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, les capillaires, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore. Et mon appareil à construire des diagnostics fonctionne tout seul. Il faudra que je me surveille, car ça devient idiot. Mais c'est que... Permettez, j'insiste d'une manière un peu ridicule, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir observé sur moi-même telle ou telle chose depuis quelque temps. Et ne fût-ce qu'au point de vue purement théorique, j'aurais été très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Mon cher confrère, laissons cela pour l'instant. 10 heures sonnent, il faut que je fasse ma tournée. Nous déjeunons ensemble, si vous voulez bien me donner cette marque d'amitié. Pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte, peut-être,
C'est dans mon cabinet, cet après-midi, que nous en parlerons plus à loisir.